Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte les coulisses de la vie politique française. Encore un dernier tour de piste et le cirque électoral quittera la ville. Dimanche, c'est le second tour des élections législatives et la fin d'un long rendez-vous Tinder entre l'isoloir, l'urne et le citoyen. Il s'en est passé des choses durant cette période. Tiens d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous a le plus marqué dans cette épopée politique. Vous pouvez le faire en nous laissant vos commentaires sur libellisé@libération.fr. Sachez aussi que Libellisé reviendra sur les résultats et les enseignements du second tour dès lundi prochain. Avant ça vous dirait de plonger dans l'eau chaude et cristalline d'un nouveau podcast ? Eh bien c'est parti. Depuis le 12 juin, on se dit que rien n'est encore fait. Après le premier tour des élections législatives, le temps semble comme suspendu. La NUP a réveillé la gauche, mais peut-elle transformer l'essai le 19 juin ? La majorité présidentielle peut-elle se relever et remporter une majorité absolue à l'Assemblée ? Le Rassemblement national peut-il finalement avoir plus d'élus et devenir un vrai problème au Palais Bourbon ? L'abstention sera-t-elle une nouvelle fois l'arbitre de cette élection ? Libellisé, épisode 21, second tour des législatives, qui espère quoi ? Et on va en parler justement avec Lilian Alemagna. Salut. Salut. Alors tu es chef du service politique de Libération, et Jonathan Boucher-Petersen. Salut. Bonjour. Et toi tu es rédacteur en chef adjoint du service politique de Libération. Donc on enregistre ce podcast donc jeudi, à 3 jours du second tour des élections législatives. Alors vous qui regardez cette campagne de très près, est-ce qu'on peut dire que ces derniers jours tout de même, tout ça c'est un petit peu tendu et d'un coup c'est devenu intéressant alors que certains trouvaient cette campagne atone ? C'est devenu intéressant parce qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu dans ces élections législatives qui est la question de la majorité pour Emmanuel Macron. Les résultats du premier tour font qu'a priori, ce sera très compliqué d'avoir une majorité absolue pour le président de la République. Donc des difficultés à gouverner, ou en tout cas va devoir s'appuyer sur d'autres forces politiques, qu'ils soient à droite ou aller piocher des socialistes qui pourraient être compatibles avec sa politique. Donc, et puis intéressante parce que la gauche a réalisé un très bon score. Est-ce qu'il y a une dramatisation véritablement de l'enjeu ? Mélenchon et Macron, ils jouent un peu la partition, c'est moi le chaos. Oui, on est reparti sur des campagnes de barrage, encore une fois. Donc on l'a déjà beaucoup vécu pendant la présidentielle, et notamment l'entre-deux tours, avec cette idée que le macronisme était d'abord un barrage contre le risque d'extrême droite. On avait le sentiment donc, que Jean-Luc Mélenchon avait quand même réussi à occuper l'espace avec un certain nombre de propositions, dire qu'on est libre d'apprécier ou pas, mais des propositions qui étaient sur la table, que ce soit la question du SMIC, que ce soit la question de l'allocation autonomie pour les jeunes, que ce soit sa différenciation assez nette avec Macron sur la question de la retraite. Voilà, beaucoup de sujets qui auraient pu faire objet de débat et pas forcément de stigmatisation ou de dramatisation. Quand on dramatise ou quand on explique que les gens qu'on essayait de rassembler hier sont un risque pour la République, ça montre un grand moment de fébrilité aussi. Parce qu'un des enseignements de ce premier tour, c'est quand même que la NUP a réussi ce pari du premier tour, avec un total de voix qui n'est pas tellement plus important que celui de 2017, mais avec la force de l'union, et qu'effectivement, quand on se présente avec une seule candidature dans une élection comme les législatives, on fait le plein au premier tour. L'enjeu, c'est dans quelle mesure on est en capacité, dans ces circonstances-là, de transformer l'essai au deuxième. Et le deuxième enseignement, c'est quand même une majorité sortante qui quand même, patine un peu pour arriver à retrouver une assise parlementaire. Donc ça augure un deuxième quinquennat sensiblement différent de la majorité pléthorique et un peu obèse de Macron en 2017. C'est-à-dire que jouer le front républicain contre la NUPES, est-ce que ça peut marcher ? Il y a un problème, c'est que en quoi la NUPES, alors qu'elle est constituée de forces qui gouvernent dans les collectivités, qui gouvernent ensemble, de socialistes, d'écologistes, de communistes, même d'insoumis. La plupart des insoumis sont des anciens socialistes aussi, il faut le rappeler. En quoi ce sont des forces anti-républicaines ? Et c'est là où il y a un problème chez Macron et dans sa majorité, c'est que leur stratégie politique est de décalquer celle contre l'extrême droite à celle contre l'extrême gauche. Or, la NUPES n'est pas une force d'extrême gauche. Et donc ça ne parle pas notamment à l'électorat de gauche, qui se sont plutôt insultés de se faire traiter d'extrême gauche, là où ils défendent des valeurs de solidarité, de meilleure répartition des richesses. Et donc il y a une erreur d'analyse depuis le début
de la Macronie de faire cette stratégie de décalque face à l'extrême droite. Après avoir été dans le slogan du Élysée-Mélenchon Premier ministre. Donc là, ça suscite de l'adhésion, de l'enthousiasme à l'égard de cette perspective qui doit rester crédible. C'est vrai que depuis le résultat du premier tour, on a quand même rebasculé dans l'idée du front anti-Macron, dans l'idée qu'il faut, l'expression côté Rassemblement national, c'était éviter de lui donner les pleins pouvoirs, mais en tout cas de se dire que il y a eu pas mal d'analyses pour dire que ce qui était le plus mobilisateur à gauche aujourd'hui, c'était plutôt de dire empêcher Macron de mener son programme jusqu'au bout, plus que porter Mélenchon à Matignon. Donc il y a la responsabilité de ce climat où chacun grossit le trait, caricature, stigmatise, invective. Elle est, originellement une responsabilité du camp Macron. Aujourd'hui, c'est une tactique qui est, malheureusement adoptée par tout le monde. Alors l'enjeu aussi, on va commencer par la NUPES. Est-ce que l'enjeu de la NUPES, alors en dehors du fait, on ne sait pas, peut-être qu'elle va gagner dimanche prochain, si elle ne gagne pas, est-ce que déjà c'est d'exister au-delà du second tour en tant qu'ensemble ? Déjà, elle existera à l'Assemblée nationale. Ce sera la principale force d'opposition, alors composée de plusieurs groupes, parce que la NUPES n'aura pas un groupe à part entière, mais sera composée de groupes des partis politiques. C'est-à-dire, il y aura un groupe insoumis, il y aura un groupe socialiste, un groupe communiste, un groupe écologiste. Donc elle va exister déjà au Parlement sous cette forme. Et il y aura une opposition parlementaire qui sera très importante, puisque la France insoumise sera le principal groupe d'opposition, donc aura beaucoup plus de pouvoir à l'Assemblée qu'elle n'en avait jusqu'à présent. Ensuite, la question se posera pour d'autres élections. Alors, est-ce qu'il y aura une liste commune aux européennes ? Là, c'est un peu compliqué puisqu'il y a des divergences sur les questions européennes là-dessus. Mais elle va vivre dans les collectivités locales. Dans les collectivités locales, alors souvent c'est des écologistes ou des socialistes qui les dirigent, mais ils sont déjà en alliance avec, alors un peu moins les insoumis, mais les communistes, les socialistes et les écologistes. En tout cas, ce que disent tous les responsables de gauche ou même les militants, c'est le plaisir qu'ils ont eu d'une certaine manière à se retrouver. Ils ont passé des années à faire la guéguerre à gauche sur essayer de justifier ce qui les différenciait, alors que dans la tête des électeurs, et c'était cette pression à l'union, les gens avaient le sentiment que beaucoup de choses les rassemblaient, ou en tout cas que si la gauche voulait peser sur ce qu'elle a de commun, il fallait qu'elle se présente unie. Donc là, il y a eu un moment un peu une sorte de catharsis collective, et c'est vrai que ça a laissé un certain nombre de responsables sur le carreau, qui est peut-être la génération d'avant, qui n'a pas réussi à faire cette espèce de saut anthropologique, mais l'idée de ne pas casser ce qui a été construit est assez présent à gauche. Après, juste pour revenir d'un mot sur la photographie de la future Assemblée, en fait, on est face à deux cartels, quoi. C'est qu'on a d'un côté la NUP qui est rassemblée derrière Mélenchon, donc avec les composantes que Lilian a évoquées, et on a de l'autre côté la Confédération Ensemble, qui elle aussi est faite de briques. Évidemment, quand on a un président au pouvoir, ça a tendance à rassembler, à mettre de l'ordre, mais quand on pense la question du groupe Horizon, qui est le groupe donc plutôt lié à Édouard Philippe, le groupe Renaissance, qui lui sera directement composé de macronistes purs et parfaits, voilà, tout ça va aussi potentiellement, non pas créer des frictions, mais faire bouger l'équilibre, faire bouger le barycentre de la majorité. A priori, plus Horizon sera fort, plus le barycentre va être moins de centre-gauche et un peu plus de centre-droit, voire de droite. Donc voilà, de part et d'autre, il y aura quand même cette idée d'arriver à faire cohabiter des gens qui ont des sensibilités différentes. Alors ça, on va en parler dans un instant, de l'enjeu de la majorité présidentielle, mais est-ce qu'un des enjeux aussi à gauche, c'est la personnalité de Jean-Luc Mélenchon ? Parce que c'est vrai qu'il s'est beaucoup investi dans l'entre-deux tours, on l'a beaucoup vu. On entend de temps en temps des gens qui disent « Ah, je vois très bien pour la NUPES, mais c'est Jean-Luc Mélenchon ». Est-ce que sa personnalité clive encore aujourd'hui ? Elle clive, mais elle permet aussi à des gens de voter pour la NUPES. Aujourd'hui, dans Libération, on a des reportages, notamment à Marseille ou en Seine-et-Marne, et les gens ne connaissent que Mélenchon. C'est la photo de Mélenchon sur le tract qui va les faire peut-être se déplacer dimanche. Donc c'est aussi une figure mobilisatrice pour ce côté-là de la gauche. Elle est clivante pour des électeurs plutôt de centre-gauche. Donc oui, il y a un enjeu à se crédibiliser, à faire moins peur, entre guillemets, sur les questions économiques notamment. Et ce sera tout l'enjeu, notamment dans la future mandature, y compris si les insoumis récupèrent la présidence de la commission des finances, qui normalement est dévolue à un groupe d'opposition et par tradition le plus important, de démontrer qu'ils sont responsables, qu'ils ont une autre politique économique, mais qu'elle peut être appliquée et qu'ils sont une force d'alternance. Mais encore une fois, ce qui était intéressant, c'est que quelle que soit l'étiquette, parce qu'on pourrait se dire, une fois qu'on a dit que la NUP ou la NUPES existait, il y aurait eu une différenciation
communication en disant des socialistes sont plus rassembleurs, les écolos font plus voter les jeunes, les insoumis continuent à avoir une limite. Et en fait, on s'est rendu compte que l'étiquette de gauche unie prenait le pas en fait sur toutes ces singularités-là, et que quelle que soit d'une certaine manière l'origine du candidat qui était en lice, c'était vraiment le fait que la gauche soit unie, au-delà de ces petites particularités, qui faisait la dynamique et qui faisait le score. Et on le voit parce que les dissidences n'ont pas du tout empêché les candidats de la NUPES de se qualifier dans des endroits où les divers gauches, qui étaient souvent des anciens socialistes ou des radicaux de gauche, étaient soutenus par les barons locaux, que ce soit Carole Delga en Occitanie, que ce soit Michael Delafosse à Toulouse. Et Mélenchon, justement, il a aussi changé dans l'image. C'est-à-dire que pendant longtemps, ça a été le diviseur. C'était celui avec qui il était impossible parce qu'il était dans cette espèce de digestion de la rupture avec les socialistes. Aujourd'hui, je pense qu'un des premiers mots qui peut être adossé à sa personnalité politique, c'est rassembleur. C'est-à-dire ce qu'il n'a pas fait en 2017 de je suis en tête de la gauche, je fais un travail de rassemblement. Bon, peut-être qu'il n'avait pas d'interlocuteur pour le faire. Enfin, ça, on n'est pas là pour refaire l'histoire. Voilà, en 2022, cette dynamique, elle s'est faite. Elle s'est faite en surprenant tout le monde. Les socialistes ont joué le jeu, les écolos ont joué le jeu, les communistes, à la limite, qui étaient les alliés les plus naturels des insoumis, ont presque été les plus difficiles à attraper dans cette alliance. Donc voilà, ça, au-delà des gens qui sont le nez sur la politique tous les jours, voilà, Mélenchon, c'est quelqu'un qui, cette fois-ci, a ouvert les bras, alors qu'avant, il mettait des coups de latte, quoi. Et juste un mot, au soir du premier tour, son discours, il semblait un peu... moins, on va dire, moins verbeux, on disait, voilà, moins tribun. Il était fatigué, il était surpris, à votre avis? Qu'est-ce qu'il a eu ce soir-là? Alors lui explique qu'il y avait beaucoup d'émotions dans ce discours, qu'il était pris d'émotions et donc il concentrait sa parole pour éviter que ça se voit beaucoup trop, parce qu'il arrive quand même à un certain, enfin en tout cas un premier achèvement de ce qu'il voulait. Il voit une génération qui va rentrer à l'Assemblée nationale, qu'il a formée, qu'il a rejoint en 2008, soit quand il a quitté le PS, et ensuite il y avait peut-être un côté aussi surprenant pour lui de se retrouver dans cette position-là, et un sentiment un peu de vertige. Le vertige de la réussite, ça c'est pour le coup quand on s'est construit dans une espèce de non pas d'animosité mais de conflictualité avec le système dans sa tête à lui, ou en tout cas l'idée qu'il fallait, c'est par effraction qu'il pouvait arriver à retrouver une place centrale. Toutes les planètes se sont alignées de façon presque un peu inattendue. Donc entre eux, bon, il a l'âge qu'il a aussi, hein. Il sort d'une campagne où il a fait 3 déplacements par semaine parce qu'il était fatigué. On n'est jamais à l'abri d'un petit rhume. Une stratégie un peu mal maîtrisée en disant n'en fais pas trop, maintenant tu dois être rassembleur, maintenant il faut que tu t'apaises. C'est-à-dire aller contre son tempérament spontané, c'est jamais dans ces circonstances qu'on apparaît comme le meilleur. En même temps, il aurait fait un discours vociférant et excessif, on aurait reproché ça. Effectivement, nous on était un peu surpris de la tonalité. Après, je pense entre-deux à trouver, voilà, entre les deux. Et du coup, ça manquait un peu de lancer un peu, de donner espoir en se disant bon allez, il y a un... Et d'ailleurs il a corrigé, il était en meeting à Toulouse 48 heures plus tard ou 3 jours plus tard, où là il avait retrouvé un côté un peu canaille, un côté un peu, nous on a titré Mélenchon fait le show à Toulouse, voilà, donc il avait retrouvé de toute façon il est toujours plus à l'aise devant une salle qu'il s'agit de faire vibrer ou sourire ou d'exalter que dans des moments un peu institutionnels face au mur des caméras, quoi. Alors, on a bien vu l'enjeu pour la gauche, l'enjeu donc pour la majorité présidentielle maintenant dans ce second tour, tu l'as dit un peu tout à l'heure Jonathan, donc c'est véritablement aujourd'hui leur enjeu après le boulet qui est passé à côté de la tête, c'est vraiment la majorité absolue en fait, c'est ça leur enjeu. Ouais, c'est un enjeu, en même temps ils abordent ce deuxième tour avec plus de réserve de voix potentielles, c'est-à-dire que le revers de la médaille d'une gauche qui est unie au premier tour, c'est qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de gens à rassembler derrière, à part les abstentionnistes, on voit que toute la campagne d'entre-deux tours se fait dans la mobilisation des abstentionnistes et notamment des jeunes. Côté majorité, oui, c'est l'idée de... Alors, on ne peut pas dire que c'est impossible qu'ils aient la majorité absolue parce que, un, les projections sont des objets très fragiles, et deux, il y a quand même certaines projections qui, dans le haut du panier, les amènent pas loin de la majorité absolue. Ce qui est sûr, c'est qu'on va être dans un tassement significatif par rapport à 2017, donc ce sera une autre équation politique pour eux. Et ce que disait Lilian au début, c'est est-ce que c'est une majorité relative qui se joue à quelques unités, et dans ces cas-là, au gré des textes, il est quand même pas si compliqué d'aller convaincre un radical de gauche,
un LR un peu franc-tireur, voilà. Donc il y a quand même cette espèce de marge. Après, si c'est plusieurs dizaines de députés qui leur manquent pour la majorité absolue, là tout d'un coup ça donne un rôle à LR absolument pivot dans cette équation-là et ça déporte encore un peu plus le barycentre de la majorité sur la droite. Mais oui, ils vont découvrir d'une certaine manière que la vie parlementaire n'est pas qu'une formalité et que parfois elle peut être un obstacle ou une richesse. Mais c'est ça aussi, en effet, Lilian, on a l'impression quand on voit les déclarations d'Édouard Philippe, majorité relative, catastrophe pour la France, mais on sait que la plupart des pays européens fonctionnent comme ça. La plupart des pays européens ont un régime parlementaire, donc nous on a un régime parlementaire et présidentiel, donc on n'a pas l'habitude de fonctionner de la sorte, et la dernière majorité relative en France c'était Michel Rocard. C'était compliqué, il y a eu beaucoup de 49.3 et aujourd'hui le 49.3 a été encadré, donc on ne peut plus utiliser de 49.3 sur le budget, on ne peut plus utiliser de 49.3 qu'une seule fois par session, donc ce serait obligé la majorité à composer. Je trouve que dans les derniers propos, notamment ceux d'Édouard Philippe, mais aussi de Richard Ferrand, il y a un peu une difficulté quand même avec la démocratie. C'est-à-dire que s'il y a des élections législatives, c'est que la cohabitation est possible. Donc les cohabitations existaient 3 fois sous la Ve République. La droite en a profité, la gauche en a profité, Donc, et a priori le pays n'était pas à genoux. Expliquer aujourd'hui que ce serait une catastrophe pour le pays, non, ce sera un résultat démocratique avec lequel il faudrait faire. Et le président de la République a aussi une arme constitutionnelle qui est la dissolution de l'Assemblée nationale s'il estime que la politique qui est menée n'est pas en accord avec ce qu'il avait prévu. Ce serait un risque aussi politique parce que s'il perd les élections législatives derrière, là il y aura un sujet sur la question du président de la République. Mais on a l'impression qu'ils ont une difficulté à distinguer ce qui serait une difficulté pour le macronisme et une difficulté pour le pays. En fait, alors peut-être que c'est l'absence de culture politique, mais je crois pas. Je pense que c'est surtout beaucoup de mauvaise foi et un rapport effectivement au pluralisme qui est un peu pas forcément évident. Mais comme si toute la classe politique s'était mentalisée dans l'idée que depuis qu'on avait inversé le calendrier et que les législatives étaient genre une simple formalité post-présidentielle, il ne pouvait rien s'y passer ou elle n'avait aucun intérêt. Là, il se trouve que la campagne a été un peu plus longue entre justement ce temps présidentiel et ce temps législatif. Il se trouve que les élections, quand elles se font au deuxième tour dans une logique de barrage, ne créent pas non plus des adhésions énormes à l'égard du président élu ou réélu. Et d'une certaine manière, c'est aussi un signe de vivacité démocratique que le Parlement puisse retrouver un rôle, que le Parlement puisse parfois servir de contre-pouvoir, parfois servir simplement de lieu où on va débattre un peu plus, parce que là, on part quand même d'une assemblée où il y avait au départ plus de 300, j'ai plus le chiffre totalement en tête, mais 320 ou 330, voire même 340 députés, enfin la majorité macroniste, où il y avait un groupe de droite et où il y avait très peu de députés de gauche. Donc c'est vrai que l'essentiel du quinquennat précédent, c'était une majorité présidentielle qui disait à la droite taisez-vous, ce qu'on fait, c'est ce que vous aviez promis et que vous n'avez jamais fait. Et une gauche qui, certes, par la figure de Jean-Luc Mélenchon et le savoir-faire des insoumis, arrivait à faire un petit peu du bruit ou arrivait à faire un peu d'agite-propre. Mais voilà, on était quand même dans un Parlement qui était atrophié en termes de vie politique. Donc d'une certaine manière, ce qu'ils appellent le bordel, c'est peut-être tout simplement la vie. C'est ça. Et alors, donc, on a bien compris, donc, pour donc, la majorité présidentielle, c'est la majorité absolue. Et puis, dernier enjeu, donc celui pour le Rassemblement national. C'est vrai qu'on en a un peu moins parlé du Rassemblement national. Alors que c'est énorme. Voilà, les voix, donc 18% pour le Rassemblement national. 18%, ils n'ont jamais eu autant de candidats qualifiés pour le second tour. On en a parlé tout à l'heure, mais le Front républicain est aujourd'hui beaucoup moins présent, beaucoup moins fort dans les différentes circonscriptions. Il devrait avoir un groupe entre 20 et 35 députés. Le record, c'était comme 1986, mais c'était des élections à la proportionnelle. Là, ça sera la première fois qu'il y aura autant de députés d'extrême droite élus en France. Dans beaucoup enfin, ils passent un cap. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient dans leur fief du Nord et du Sud. Et aujourd'hui, ils vont avoir des élus, a priori, en Gironde, en Haute-Marne, en Moselle, dans la Somme. Voilà, ils passent vraiment une étape. Et ça passe un peu sous les radars parce que médiatiquement, on est focalisé sur le duel Macron-Mélenchon. Et eux, ils sont tout contents derrière. C'est pour ça qu'on a fait 4 pages dessus, d'ailleurs. Parce que non, mais effectivement, on pourrait penser que tout ce qui compte, c'est cette espèce de mano à mano entre Mélenchon-Macron, Macron-Mélenchon, un retour du clivage
droite-gauche, c'est évidemment un des enseignements majeurs, parce que traditionnellement, les législatives, c'était vraiment le reflux absolu pour le RN, une incapacité, alors que les scores présidentiels, on l'a suffisamment raconté, et les Français en sont suffisamment conscients, étaient importants. En 2017, elle passe de 11 millions de voix au deuxième tour de l'élection présidentielle à 3 millions aux législatives qui suivent. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionnait pas. J'allais dire, évidemment que personne ne peut se réjouir que l'extrême droite soit en croissance à l'Assemblée nationale, et en même temps, j'allais dire, il y a une forme de logique et de normalité, c'est-à-dire que cette dichotomie en l'absence de proportionnel entre le score présidentiel et la réalité parlementaire, je ne suis pas sûr que ça rendait vraiment service à la vision que les Français peuvent avoir de la politique, et cette espèce de système un peu verrouillé. C'est aussi un révélateur, parce que ce sera l'occasion de voir que là, on va avoir en gros le haut du panier du Rassemblement national. Autour de Marine Le Pen, ils n'ont pas investi, en tout cas les pires branquignoles dans des circonscriptions qui étaient gagnables. Et quand même, on va se rendre compte que le niveau n'est pas très élevé, on va se rendre compte que les personnalités charismatiques ne sont pas légion, et ça va mettre aussi le RN d'une certaine manière dans la lumière, au-delà de sa fonction un peu tribunicienne. Donc c'est un test important pour eux, hein. Alors ça va leur donner des moyens, ça va leur donner une forme de visibilité. Est-ce que ça va vraiment leur rendre service? C'est pas totalement sûr. En tout cas, c'est pas anormal sur le plan démocratique. Une chose tout de même toujours avec Marine Le Pen, le fait qu'il y a de grandes chances, si elle est élue dimanche, qu'elle soit présidente de son groupe. Ça va lui donner de l'exposition médiatique. Alors que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il ne sera pas député. Est-ce que on sait, par exemple, que ça avait beaucoup joué pour Jean-Luc Mélenchon d'être député et président de groupe au début du quinquennat Macron? Est-ce que finalement, elle ne va pas redevenir opposante numéro 1, Marine Le Pen? Alors déjà, ça va l'obliger à bosser pendant tout le quinquennat, ce qui va être une vraie différence. C'est-à-dire qu'elle va être dans la lumière, attendue. Et voilà, il y a évidemment un exercice tribudicien à l'Assemblée, mais pas que. Il faut aussi être au niveau, donc c'est un défi pour elle. D'une certaine manière, alors Jean-Luc Mélenchon, il était d'autant plus utile au groupe insoumis que le groupe était de petite taille. Ils étaient une grosse quinzaine. Effectivement, c'était l'arrivée des insoumis à l'Assemblée un peu comme des ados qui rentrent au lycée ou qui viennent de passer le bac. Donc il fallait aussi former d'une certaine manière une génération. Aujourd'hui, quand ils vont être plus d'une centaine de députés insoumis, avec un certain nombre de députés qui en seront à leur deuxième mandat, avec un certain nombre de personnalités qui aujourd'hui ont pris de l'épaisseur, qui ont une surface propre, le rôle de Jean-Luc Mélenchon, il sera présent dans les médias, il sera porte-voix d'une certaine manière de la famille insoumise, mais c'est aussi quand on a quand on a l'âge qu'il a, quand on a la perspective de devoir passer la main, je pense que ça va rendre service aussi au groupe insoumis de ne pas avoir Jean-Luc Mélenchon qui prend toute la lumière, qui aspire toutes les caméras et qui donc voilà, donc je veux dire, il y a plus de côté positif parce qu'il ne va pas disparaître pour autant, et en même temps ça va laisser la possibilité à des Manuel Bompard, à des Mathilde Panot, à des Adrien Quatennens, à des tous ces gens qu'on voit aussi sur les chaînes d'infos d'être en première ligne à l'Assemblée, et c'est pas sûr qu'ils soient plus mauvais que Jean-Luc Mélenchon. Plus que Le Pen pour vous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui Mathilde Panot, par exemple, Le Pen, vous voyez, c'est... Mais il n'y a pas que Mathilde Panot. Non, il y a Mathilde Panot, il y a Adrien Quatennens, il va y avoir Clémence Guettet, il va y avoir Manuel Bompard, c'est-à-dire qu'il fait rentrer la génération qu'il a formée, ce que je disais, depuis des années. C'est un peu comme... à un moment donné, Mitterrand avec Jospin, avec Jox, il a créé une génération, il avait ce modèle-là, et il arrive à laisser cette trace comme ça dans des élus qui vont représenter les idées qu'il a portées depuis des décennies. Donc ça va leur servir, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs insoumis déjà présents et au combat qui ont été formés par Jean-Luc Mélenchon contre l'extrême droite. En revanche, il y aura Olivier Faure, le patron du PS, il y aura Julien Bayou, le patron des écolos, il y aura Fabien Roussel, le patron des communistes. Donc c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, c'est un choix, et d'une certaine manière, pour quelqu'un dont on dit il s'accroche, il fait aussi un choix d'une certaine manière de laisser la place. Donc est-ce que c'était dans sa tête parce que je serais à Matignon? Non, enfin, je pense qu'il savait très bien que quelle que soit l'issue, il n'y serait pas. Donc on ne sonde pas les âmes, mais c'est peut-être pas la face la plus sombre de Jean-Luc Mélenchon que de ne pas être à l'Assemblée cette fois-ci. Une dernière chose, l'ultime enjeu, on le sait, c'est 52% de l'abstention, 78% des 25-34 ans qui ne vont pas voter. C'est ça le plus compliqué aujourd'hui pour les partis, qui sont de droite comme de gauche. 71, non 71, pardon, oui, exactement, 71 des 25-34 ans. C'est ça le plus difficile aujourd'hui pour les partis.
Oui, les législatives sont traditionnellement une élection qui mobilise moins que la présidentielle. On aurait pu imaginer que, puisqu'il y avait de l'enjeu d'une certaine manière, ou en tout cas qu'il y avait une existence propre des législatives cette fois-ci, ça mobilise. Pareil, on a essayé de documenter juste après le premier tour en disant c'est pas tout, d'avoir la petite larme à l'œil le dimanche soir en disant ça nous engage tous, responsabilité collective, blablabla. Voilà, oui, il y a une difficulté démocratique collective, ce qui ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas politisés, ce qui ne veut pas dire que le pays s'intéresse pas au débat public, mais le débouché électoral, parce que peut-être absence de clarté dans les propositions depuis de longues années, peut-être qu'on est en train de reconstruire quelque chose, et qu'une assemblée plus vivante, vivifiante, ça fera du bien. On voit bien que là, dans l'entre-deux tours, c'est l'enjeu pour Jean-Luc Mélenchon et pour la NUP, c'est effectivement d'aller faire se lever une déferlante d'abstentionnistes pour essayer de changer la donne telle qu'elle est écrite. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des millions de gens qui ont cru à l'offre de gauche à la présidentielle et qui ne sont pas déplacés aux législatives. Est-ce que la perspective d'entraver Emmanuel Macron sera suffisante pour les mobiliser cette fois-ci? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au-delà même de ce rendez-vous, il y a un enjeu de reconstruction, de questionnement collectif, et pas juste sur le côté on s'en plaint. Ça veut dire qu'il faut alors moi on n'a pas la solution, et c'est des choses sur lesquelles on réfléchit souvent, mais le problème, c'est que toute cette génération qui aujourd'hui est jeune, demain elle sera active, il y aura d'autres jeunes. Le phénomène, si on ne fait rien, il va ne faire que s'amplifier. Il y a une difficulté, on est le seul pays aussi où on vote 4 fois en 2 mois. On vote à 2 tours à la présidentielle, 2 tours aux élections législatives. Donc il y a aussi une fatigue à un moment donné, avec des gens moins politisés qui comprennent très bien pourquoi on vote à la présidentielle, parce que c'est l'élection majeure, on vote pour un président, et qui ne savent pas trop ce que fait l'Assemblée nationale, à quoi ça sert, à quoi servent les députés, et qui se disent, on a un président de la République, pourquoi j'irais revoter alors que j'ai déjà perdu la dernière fois. Donc ça, c'est le phénomène qui s'amplifie, qu'on avait déjà remarqué la dernière fois, puisqu'on avait dépassé les 50% d'abstention, et qui s'amplifie encore cette fois-ci. Donc il y a un vrai enjeu de reparlementariser ce pays, de redonner un vrai poids à l'Assemblée nationale, et de sortir d'un peu de ce césarisme démocratique dans lequel on vit, avec un président qui a beaucoup trop de pouvoir. Et encore une fois, abstention électorale ne veut pas dire dépolitisation absolue. On voit les jeunes, notamment, se mobiliser sur un certain nombre de causes, être sensibilisés à un certain nombre de sujets. C'est-à-dire le fait que les jeunes aient des convictions, que les jeunes aient des colères et des aspirations et des espoirs, ça reste totalement vrai. En revanche, l'automaticité du vote comme l'acte citoyen ultime, ça s'est clairement abîmé. Est-ce que c'est la faute des électeurs? Est-ce que c'est la faute des politiques avec une absence de... Voilà, quand la gauche a été au pouvoir, peut-être qu'elle n'a pas été assez claire, peut-être qu'elle n'a pas été assez de gauche. Quand la droite est au pouvoir, est-ce qu'elle est suffisamment de droite pour les électeurs qui l'attendent? Voilà, cette idée qu'il y a une espèce de ventre mou qui s'est fait, et que les alternances étaient presque des épiphénomènes et que les gens ne le ressentaient pas dans leur vie quotidienne. Voilà, la politique, ça sert à changer la vie, ça ne sert pas simplement à changer le visage de l'Assemblée nationale. Merci Lilian, merci Jonathan. Libellisé continue à arpenter la route des élections législatives afin de vous aider à comprendre et décrypter le monde politique en plein bouleversement. Et la meilleure façon de ne rien rater, c'est de vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales sur notre boîte mail libellisé@libération.fr. On se retrouve nous lundi prochain pour parler de la nouvelle Assemblée. Et n'oubliez pas, avant ça, on se donne rendez-vous dimanche sur le site de libération.fr pour suivre cette journée de deuxième tour des législatives en direct et découvrir les résultats et nos analyses à partir de 20h. On vous attend.